Merci. Alors moi je vais vous parler d'un handicap qui ne se voit pas. La papillomatose respiratoire, donc on va tout de suite passer à la diapo 2. C'est dû à un virus, la famille des papillomavirus, qui s'installe dans le larynx et particulièrement sur les cordes vocales et qui va obstruer peu à peu la filière respiratoire. Mais vu de l'extérieur, donc on ne voit rien, l'enfant est normalement constitué, sauf pathologie autre, il n'a pas de déficit cognitif. Et donc, on va se retrouver avec un problème de définition du handicap. Alors, voilà, donc, un larynx avec une corde vocale qui a déjà été opérée de multiples fois. Et là, les choux-fleurs, les petits choux-fleurs, dus à des papillomes. Pardon, monsieur le colonel. Dus à des papillomes. Donc, pour respirer, celui-ci, il lui reste ça, un petit peu là, alors que là, on devrait avoir un triangle noir, le passage de l'air. Donc, le handicap, nous, on va le définir. Donc, le handicap ne se voit pas, mais il s'entend. Il s'entend et il va jouer sur les capacités physiques. Donc, l'autre particularité, c'est que le handicap, il n'est pas fixe à la longueur d'année. Il est variable, non pas avec la croissance, mais à quelques jours près. Un enfant peut quitter l'école le samedi avec de la voix et revenir le lundi, il n'en a plus. Il peut être très performant lors d'un match de foot et 8 jours après, traîner des pieds pour participer. Alors, la voix. La voix, elle est rauque ou très aiguë, difficile à contrôler. Beaucoup de gens ont du mal à comprendre que c'est un handicap. Et pourtant, quand on le vit, là vous en avez deux qui vont pouvoir témoigner après, quand on le vit, c'est pas facile, même pour les parents et surtout pour l'enfant. Vous imaginez un petit prince ou une petite princesse de 3-4 ans et qui, quand elle ouvre la bouche et commence à parler, soit part dans des aigus pas possibles, soit plus souvent, va vous parler avec la voix d'un adulte alcoolo-tabagique de 50 ans. Ça fait un choc. Ça fait un choc et c'est pas toujours bien perçu en société, avec beaucoup de questions et des explications qui n'en finissent pas. La voix peut aussi disparaître. Et alors on va avoir la voix de quelqu'un qui a trop fait la fête, qui a été à un match et qui a trop crié. Et puis il y a cette respiration très bruyante qui signe la gêne respiratoire, mais qui peut perturbé dans la classe, qui peut gêner les autres enfants et qui surtout va aussi gêner le sommeil. Et donc ça veut dire récupération plus difficile et des troubles de l'humeur, enfant grognon, enfin bon, c'est pas sa personnalité habituelle. Sur le souffle, donc les papillomes, ces petits choux-fleurs blancs, ils vont peu à peu encombrer l'espace disponible pour respirer. Donc les capacités physiques vont aller en diminuant avec la prolifération des papillomes. À quelle vitesse? C'est très variable. Il y a des enfants qui ont besoin de 2, 3, 4 interventions par an. On estime qu'à partir de 4, la papillomatose est déjà déclarée agressive. Mais certains, c'est tous les mois. Et il y a 10-15 ans, pour la trachéotomie, on l'a arrêté il y a 10-15 ans à peu près, un peu plus, 20 ans. L'anesthésie générale faisait tellement peur qu'on posait une trachéotomie à ces enfants par sécurité, en croyant bien faire. Donc là, le souffle, en maternelle, la maîtresse va comprendre. Dans le primaire, on arrive encore à avoir un assez bon contact personnel. Et je signale quand même que la dame qui a parlé pour l'école maternelle, je salue le travail. Hein. Oh là là, je vous parlerai de la mienne après. Bon. Mais alors au collège, des fois, on demande un peu alors il y a le prof de PS qui ne comprend pas. Hein, et surtout quand on est en pré-ado, il va les prendre pour des flemmards, pour des tirs au flanc, tout ce... et ça passe pas bien. C'est pas spécifique à nous, hein, je reconnais, c'est à d'autres. Et puis, il y a quelque chose qui est un handicap et qui n'est pas reconnu, ce sont les absences répétées. Bon, il n'y a pas de traitement médical. Il n'y a que la chirurgie ORL pour enlever ces papillomes et il faut la pratiquer aussi souvent que nécessaire. Quand c'est 2-3 fois par an, on peut essayer de caler ça sur les dates de vacances, qui ne sont plus des vacances. Mais quand c'est tous les mois, eh bien, il y a absence. Il y a absence pour les contrôles avant l'intervention. Et puis en général, il faut revenir pour cette sapristi de visite d'anesthésie. Et quand c'est tous les mois, c'est quand même agaçant, hein, n'est-ce pas, mesdames?
Et puis après, il y a le jour de l'intervention, éventuellement 1-2 jours après. Encore que des enfants récupèrent très bien et parfois réclament de retourner à l'école dès le lendemain. Hein. Bon, c'est comme ça. Quand même, ça finit par multiplier, on va pouvoir passer à la suivante, s'il vous plaît. Ça va multiplier les absences. Et alors là, je vais vous rapporter 2 expériences d'intervention en école qui ont fait découvrir des choses à la famille et aux enseignants. Et puis une autre qui est une expérience de couple médecin-enseignant. Surprise là. Donc là, la petite fille, elle a une voix bizarre et des absences répétées depuis toute petite. Et la maman a bien noté que il n'y a pas beaucoup d'invitations pour les fêtes et anniversaires. D'autant que cette petite fille a un frère un peu plus âgé, et donc la maman sait à peu près la fréquence des fêtes et anniversaires dans une classe. On va l'appeler Sandra, la petite. Hein. Et ben elle dit rien à ses parents. Elle est d'une famille très dynamique, et ça va la booster. Elle va se forger son caractère. Donc, l'entrée au primaire, très vite, meilleur positionnement, d'abord au sein de la classe, et puis en fin d'année, au sein de l'école. Et c'est une grande école. Hein. C'est en centaines d'élèves. Et puis, donc, moi, je suis appelée à faire une intervention devant tous les CM1 et CM2, ça fait 6 classes, et je demande, j'avais rencontré la maman, je la connaissais, la petite fille, je l'avais rencontrée, mais en période post-opératoire, c'était pas le meilleur moment pour l'interviewer. Donc, j'avais demandé à la voir avant. D'abord pour obtenir son accord sur l'intervention, et ensuite avoir un peu son vécu. Elle hésite un peu, et puis on n'est que toutes les deux, hein, papa et maman. Papa s'occupe de l'apéritif, maman s'occupe de préparer le repas. Et puis elle va se livrer. Et puis alors voilà cette phrase terrible qui fait que papa et maman, qui écoutaient quand même, ils en sont restés, mais... Elle me dit, en maternelle et en CP, au début, j'étais là, mais personne ne me voyait. Personne ne me parlait, personne ne m'invitait au jeu à la récré. C'était comme si je n'existais pas. Et des fois, j'avais l'impression d'être un fantôme. Donc là, il était trop tard pour intervenir, puisqu'elle avait bien pris sa place dans l'école, et je peux vous assurer que je l'ai vu fonctionner. Mais les parents ont réalisé qu'ils étaient vraiment passés à côté d'une situation quand même de souffrance de la petite. Autre diapositive, s'il vous plaît. Et là c'est la maîtresse qui se soucie de l'intégration, on va l'appeler Anna. Elle est en CE2, elle est presque trop discrète dans la classe. Et puis, il y a des difficultés scolaires. Et donc, sa maîtresse, mais aussi la directrice, s'interroge et se demande s'il y a un lien avec la maladie. Donc, l'intervention est programmée et ça se passe très bien, très interactif pour une seule classe, là, la classe d'Anna. Et puis à la fin, moi j'en ai fini, la maîtresse s'apprête à démarrer un autre module, et puis Anna, trop discrète, va demander à prendre la parole. Et elle va se camper devant la classe, au tableau, et pour une fois, on l'entend, parce que ça faisait partie de ces enfants qui n'ont pas de voix. Et voilà ce qu'elle va nous dire. Mais c'est pas ma faute, enfin, pas à nous, à ses collègues de classe. C'est pas ma faute si je comprends pas bien quelquefois. Il faut pas rire et se moquer. C'est pas ma faute. Moi, je suis malade et je vais souvent à l'hôpital. Alors après, quand je suis absente, j'ai du mal à suivre et c'est pas drôle. Eh bien, cette intervention, elle a eu 2 conséquences. D'une part, les parents qui ont retravaillé cette question, la maîtresse aussi, qui tout d'un coup a réalisé qu'effectivement, elle connaissait le handicap, elle connaissait les absences, mais elle n'avait pas saisi cette période de manque et de récupération. Donc elle allait travailler avec l'équipe qui faisait du soutien scolaire, puisque Anna relevait déjà du soutien scolaire en CE2. Alors ça ne veut pas dire qu'elle fera des brillantes études, mais déjà on prenait en compte cette notion de handicap liée là aux absences. Diapo suivante. Et ça, alors ça c'est quelque chose de personnel. On est au collège. C'est vieux, mais je pense que ça peut encore arriver aujourd'hui. Donc c'est une petite fille qui entre en 6e dans un collège et qui très vite, mais c'est la première semaine, voire les premiers jours, elle est mise à l'écart. Les places sont bloquées, il n'y a pas de place à côté, rien. Le plus loin possible elle sera, et mieux ce sera. Et puis avec des enseignants qui marchent arrière aussi. J'ai marqué, elle ne sent pas bon. L'expression des autres élèves était un peu plus brutale. Et puis un des professeurs est marié à un médecin et donc il lui raconte. Le médecin écoute, il demande, il dit mais tu l'as vu marcher, elle est comment? Ah ben elle arrive en VSL et elle repart en VSL.
Et elle a une démarche un peu bizarre, un peu hésitante. Et puis elle marche les pieds un peu trop élargés. C'est pourquoi? Bon. Question sur le comportement. Trouble de la marche, odeur d'urine, parce que c'était ça, la mauvaise odeur. Bon, sans doute un spina bifida, avec une sonde urinaire et une poche. Et donc, bon, le prof, c'est mon mari. Hein. Je lui dis, écoute, il faut que tu vois l'administration très rapidement, demain. Hein. C'est pas après-demain, c'est demain, tu vois l'administration, tu leur demandes s'ils ont un signalement et s'il y a quelque chose à faire. Non, il n'y a pas eu de signalement particulier. Mais la principale adjointe en fait son affaire. Appel immédiat à l'infirmière scolaire, qui arrive à dégager du temps pour passer dans les 2-3 jours. Et on trouve le temps de convoquer la petite fille et sa mère. La petite fille avait effectivement un spina bifida, une sonde urinaire et une poche. Et elle laissait tout le monde aller aux toilettes, vite fait, à la récré. Et ensuite, pour ne pas être en retard, rentrer en classe, se dépêchait dans un coin, sans enlever de vêtements, rien du tout, vider la poche, etc., se vider les mains. C'était... Alors, la solution, bon, elle aurait pu être de renvoyer l'enfant dans un institut spécialisé. L'infirmière et la principale adjointe se sont mises d'accord. On ouvrirait la salle d'infirmerie, qui ne servait à rien, sauf quand l'infirmière était là, je crois que c'était 2 jours tous les 15 jours. Ouvrir la salle d'infirmerie aux récréations pour cette seule petite fille. Et donc là, elle était seule, elle pouvait enlever ses habits, elle avait des installations pour poser la poche, faire le changement, etc. Et donc, en une semaine, le problème d'insertion scolaire a été réglé. Pourquoi le collège n'a pas été prévenu? Alors, je ne fais pas de reproche à la maman, hein, mais la maman avait pensé que l'information circulerait du primaire au collège. Et il y a eu plusieurs interventions, et en tant que... Il y a des parents qui fatiguent à répéter l'information. Et moi, je la maintiens en tant que présidente, c'est ce que je répète à mes jeunes mamans. Tous les ans, vous voyez l'enseignant ou l'enseignante. Alors, c'est plus facile en maternelle et au primaire. Et au collège, vous voyez le professeur principal et vous donnez un courrier à l'enfant qu'il présente à chacun de ses professeurs. Un courrier simple qui dit, voilà, mon fils, ma fille est atteint de ceci et cela. Pour plus de renseignements, voir le professeur principal. Et il y en a un qui bénéficie quand même d'une information supplémentaire, c'est le prof de PS. J'ai de très bons copains qui sont profs de PS. Hein. N'allez pas croire que... Alors, diapo suivante. Intervenir en milieu scolaire pour une association. C'est pas toujours facile. Donc voilà un peu la charte qu'on s'est fait. On existe depuis 4 ans, on n'en est qu'à 3 interventions. En général, les mamans se débrouillent très bien finalement, hein, surtout maternelle et primaire. D'abord, il nous faut une demande écrite préalable des parents. Qu'on soit bien d'accord qu'ils demandent l'intervention. Et puis avoir la garantie que l'un d'entre eux assistera, voire participera. Alors, il faut bien sûr l'accord de la direction d'établissement, mais il faut aussi arriver à établir le contact préalable avec l'enseignant. Et on ne va pas focaliser sur le cas. Parce que les enfants ils sont d'accord, mais moyens. Moyens. Donc, nous intervenons sur les maladies rares en général et la bienveillance en général. Et on ne fait pas d'exposé. J'utilise pratiquement pas de diapo, hein, quelques images, mais c'est tout. On fait parler les enfants. Ils savent beaucoup de choses. Et ils se répondent l'un l'autre. Il y en a un qui dit, mais est-ce que c'est contagieux? Et en CM2, alors pas en maternelle, mais en CM2, il y en a plusieurs qui répondent, bah, t'es fou, si c'était contagieux, ce serait pas rare. Ça sort tout seul. Alors que qu'est-ce qui se passe en maternelle? Les parents ont peur. Et l'enfant irait bien vers l'autre, mais les mamans, viens là. Non, non, tu vas pas avec celui-là, tu vas pas avec celle-là. Je vous assure que ça nous a été réellement rapporté et observé. Et la papillomatose, donc quelqu'un l'a fait dans son exposé, attention à la rupture du secret médical, on ne parlera jamais du cas de l'enfant, mais de la papillomatose en général. Et s'il y a des questions trop personnelles, c'est le parent qui assiste, qui répond s'il en a envie. Ou l'enfant, quelquefois, s'il en a envie. Et puis, on laisse une trace, nous. On est membre de l'Alliance Maladies Rares, donc on laisse un bracelet ou un pins pour les enseignants, mais on peut imaginer d'autres matériels type goodies. L'idée, c'est que chaque enfant qui a cette information devienne, et on dit aux enfants de la classe, voilà, vous devenez chacun ambassadeur des maladies rares, et vous allez rapporter le bracelet dans votre famille, on va vous poser des questions, et vous allez leur raconter.
et vous allez raconter à vos frères et sœurs et à vos amis qui ne sont pas dans la classe. Voilà, petite expérience. Si je peux vous me donner encore une minute pour répondre à 2 ou 3 interventions. Je n'ai pas voulu trop prendre tout à l'heure. Un enfant avec une trachéotomie en classe de maternelle. Bon, c'est arrivé avec mon fils. J'ai tout à l'heure félicité l'enseignante. Bon, je rends hommage à Lisa, celle qui était à la tête de cette maternelle. Elle est arrivée, l'enfant arrive en adoption avec une trachéotomie. Elle était un petit peu en retard. Elle arrive, elle prend des nouvelles de la fille aînée. Et puis tout d'un coup, me dit, mais vous avez pris rendez-vous pour le deuxième qui a des problèmes, il est où? Là-bas. Là-bas, c'était la cage d'écureuil et il faisait le cochon pendu. Et Lisa a dit tout simplement, il sait faire le cochon pendu, je le prends. Il n'y a pas de problème. J'ai dit, je ne vous ai pas entendu. Je vais d'abord vous expliquer et après, vous allez me donner votre accord. Et on a réglé le problème très vite. Ma crainte à moi, c'était qu'il touche la trachéo, enfin la canule ou le cordon. Eh bien, je suis venue en classe avec une canule, avec un cordon. On a fait le montage, on l'a fait circuler entre les enfants. Ça n'a pas duré 10 minutes, hein. Ça ne les intéressait pas. Et pour dire la bienveillance des enfants, quelque temps après, je rentrais, c'était l'hiver, hein, je rentrais le soir avec l'enfant à la main. Il y avait son copain Camille, fils de médecin généraliste à côté. Le mien commençait à être un peu obstrué, respiration sifflant. Mon cher confrère dit, bah dites donc, il a une bonne laryngite, là, il faudrait peut-être voir un bon médecin. Et moi, je le regarde et je dis, mais Camille ne vous a rien dit? Bah non, qu'est-ce qu'il a? Bah, il a une canule de trachéotomie. Fin de la discussion entre les, les 2 parents. Voilà, merci pour votre attention. Bien. Est-ce qu'il y a des... Ah, la voix, je peux vous dire qu'il y a des enfants qui entendent des remarques désagréables. Non, bah, mesdames, je vous passe la parole. Il y en a une qui n'en a pas beaucoup, et l'autre, il n'y a que 2 jours qu'elle a récupéré sa voix. Hein, que vous souhaitez vous parlez un peu quand même? On a eu des remarques. Je parle en connaissance de quoi je l'ai eu. J'ai déclenché la maladie quand j'avais 10 ans. Et du coup, j'ai pas de souvenir de maternelle ni de primaire, j'avais pas de problème. Et au collège, les enfants peuvent être très durs, comme les enseignants peuvent être très durs aussi. Et je pense qu'on n'apprend pas à gérer ça, personne ne l'apprend et du coup on se débrouille tout seul. Et comme dirait quelqu'un que je connaissais, il me disait que nos faiblesses étaient nos forces. Et je pense qu'au départ c'est très très dur et ça nous renforce. Mais en effet, ils sont pas tendres du tout. Avec la voix, parce qu'il n'y a pas que la voix, il y a aussi les opérations, le souffle. Et tout ça, ça se voit pas et on n'en parle pas. Et ouais, c'est super dur. Les interrogations à l'oral et tout. Bon, il y a plein de... Moi, ça, excusez-moi. Moi, je fais que parler en ce moment. Enfin, depuis même pas 48 heures, j'ai jamais autant de voix. C'est très très rare. Je suis au top du top niveau de la voix. Moi, ça s'est déclaré, j'avais 4 mois et j'étais opérée, comme disait Colette tout à l'heure, très très régulièrement, toutes les semaines, puis tous les 15 jours, puis toutes les 3 semaines, enfin, etc. etc. Aujourd'hui, je suis à un rythme de 5 mois environ, tous les 5 mois, on n'a jamais dépassé au-delà. Donc j'ai subi énormément de critiques, de reproches, de harcèlement à l'école maternelle, à l'école primaire, comme disait Héloïse, de la part des élèves, mais comme des enseignants ou des parents d'élèves, de copains, de copines. J'ai eu une petite expérience très très rapide au collège d'un garçon dont j'étais éperdument amoureuse. Bon, lui pas du tout, je l'ai vite compris, hein, et qui a fait tourner dans tout le collège que j'avais un sida de la gorge et que ça s'attrapait et qu'il fallait surtout pas, même pas m'embrasser, mais m'embrasser, me faire la bise, me parler. C'était donc pas en 6e parce que j'ai loupé la 6e par rapport aux problèmes de santé. Donc c'était en 5e. Et ça a duré des mois en fait. Des mois et au fur et à mesure, les gens s'écartaient de moi. Il y avait des ronds dans la cour. J'ai gardé plus qu'une seule copine. Une seule copine. Et j'ai mis des mois avant de comprendre pourquoi. Jusqu'à qu'il y en ait un qui le balance, qui vienne me voir, qui ait eu le courage de venir me parler pour me dire, tu sais...
un tel, voilà ce qu'il a raconté. Ah ben, je comprends mieux. Mais ça, c'est une expérience parmi tant d'autres. Et après, plus on évolue dans la vie, plus on grandit, plus on vieillit, plus les expériences comme ça sont même encore plus dures et traumatisantes. Enfin, je vais m'arrêter parce que je peux parler. Du coup, en plus, comme j'ai de la voix et qu'on m'écoute et que j'ai un vrai micro, je peux parler jusqu'à la fin de journée, mais je pense que... Voilà. Merci. Une petite anecdote sur Lucas. Lucas, il a 8 ans maintenant. Il a changé d'instrument de musique. Il a pris le trombone. Et alors, d'abord, on a appris qu'il y avait des trombones en plastique, donc plus légers. Et donc, on n'a pas le temps d'aller trouver la vidéo sur YouTube, mais elle existe. On lui a demandé, on dit, mais pourquoi le trombone? Ah ben là, au moins, on m'entend. Mais alors, il vous dit ça comme ça. Ben moi, là, au moins, on m'entend. Bravo. Il a trouvé son moyen de résilience. Ce que je trouve de super dans votre approche, et je pense que c'est en ça que les interventions dans les écoles sont importantes, mais par exemple le fait que vous transmettiez en leur disant vous êtes les ambassadeurs maintenant, je pense que c'est peut-être un moyen de changer justement tous les autres enfants qui ne sont pas concernés vont se sentir responsables et participer, et je trouve que c'est une idée absolument géniale, donc bravo. Merci. Juste par rapport à la trachéotomie, on a un témoignage d'une personne qui malheureusement n'a pas pu venir aujourd'hui, mais qui représente l'association des malformations lymphatiques, donc qui sont des lymphangiome kystiques, des kystes congénitaux qui peuvent aussi comprimer les voies aériennes. Et je pense que c'est un témoignage intéressant également à propos d'une enfant qui est en 6e, pour voir un peu ce que ça peut aussi entraîner effectivement ce genre de handicap. Et donc j'ai dû former une 4e AESH à l'aspiration trachéale, puisqu'il faut aspirer les canule-trachéotomie. Entre parenthèses, l'éducation nationale refusait de payer une formation, et quand la Croix-Rouge proposait ce financement, aucune personne n'était disponible à ce poste, où la session de formation était fin septembre, ce qui empêchait Emma de faire sa rentrée le 3 septembre. L'équipe du CESAD et moi-même avions pourtant demandé une année auparavant d'anticiper l'adaptation au collège. Au final, j'ai demandé l'intervention d'acteurs politiques et représentants du département pour qu'un accompagnement soit organisé et que la loi de 2005 soit appliquée, ainsi qu'auprès de la MDPH, afin que plus de 24 heures d'accompagnement soient statuées pour qu'elle suive un parcours scolaire complet et ordinaire. Emma n'a pas sa place en milieu spécialisé, elle n'a aucun problème scolaire ou autre. L'accompagnement est uniquement médical dû à la trachéotomie. Je souhaite de tout cœur que ces journées de sensibilisation et d'échange sur les conditions actuelles de scolarisation des enfants en situation de handicap soient une réussite, etc. Voilà, donc pour vous dire qu'effectivement, ça peut être vraiment très très compliqué pour ces enfants trachéotomisés. Il date du jeudi 11 octobre 2018. Et je ne sais pas de... Seine-et-Marne, c'est ce que vous dites? Oui, je connais la maman. Voilà, ok. Mais pourquoi Emma n'arrive-t-elle pas à s'aspirer toute seule? Ah, effectivement, il faudrait voir. Ouais, 5 ans, mon fils s'aspirait tout seul. Ouais, il faut voir effectivement ce genre de choses. Je pense que le handicap et même les ADS font aussi penser à ça. On avait des sociétés de vie scolaire pour accompagner les enfants. Il faut vraiment garder dans l'objectif pour que ces enfants s'en passent. Il faut travailler de plus en plus l'autonomie. Un enfant qui rentre au collège ou au lycée, il en a ras-le-bol de son ADS. Et des parents. Il faut vraiment et on essaye de le faire passer de plus en plus. Une AVS, c'est indispensable au départ pour compenser, etc. Mais petit à petit, il faut vraiment, et là, on a tout un travail encore à faire d'accompagnement des équipes, des AVS, pour essayer de les amener justement à rendre l'enfant autonome. C'est l'objectif premier. Donc je suis tout à fait d'accord avec vous. Il faut apprendre très vite à l'enfant à s'aspirer lui-même. Très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup Madame Petit-Lebacle. Et puis je crois qu'on va pouvoir clore cette session. Et voilà, je pense que la conclusion, effectivement, c'est qu'il faut que toutes les forces vives puissent participer, parce que les parcours en pratique sont bien difficiles malgré toutes les règles et les aides qui existent. Voilà, merci beaucoup.